Lorsqu'il s'agit d'analyser les introductions en bourse, il est habituel de prendre en considération les actionnaires de l'entreprise, les investisseurs potentiels et les banques comme intermédiaires. L'une des questions clés est de comprendre comment se fixe le prix d'introduction, sachant que les intérêts sont contradictoires, puisque les uns ont une position de vendeur et les autres d'acheteurs, les derniers étant là pour faciliter la réalisation de l'opération. Bradley, Kim et Krigman s'intéressent dans une étude publiée dans le Journal of Corporate Finance à une classe particulière d'actionnaires, les fonds de capital risque ou venture capital, que nous désignerons par la suite par leur acronyme VCs. Ces fonds utilisent, quand le marché s'y prête, les introductions en bourse pour se ménager les meilleures conditions de sortie du capital. Comme il s'agit d'experts en ingénierie financière, il est intéressant de comprendre leur comportement et leur influence sur le marché. Bradley, Kim et Krigman distinguent les venture capitalistes les plus importants, ou top VCs, des autres. Les premiers interviennent dans 16% des introductions en bourse, ou IPO, étudiées, contre 24% pour les autres. Ils sont régulièrement présents dans ce genre d'opération, en moyenne 37 fois sur une période de 18 ans dans l'échantillon, contre 5 fois pour les autres, et sont relativement plus fréquemment associés aux banques les plus prestigieuses. L'idée de base des auteurs est la suivante. Les top VCs, à la différence des autres, ont une présence répétée sur le marché des IPO. Ils sont donc les pourvoyeurs principaux en mandat pour les banques. De plus, ils disposent d'une forte expertise financière. Ils sont en mesure d'exercer un pouvoir de négociation vis-à-vis des banques qui ont intérêt à les satisfaire. Comme tous les actionnaires de départ, les VCs ne peuvent pas céder l'intégralité de leurs titres lors de l'introduction. Pour une sortie intégrale, il faut attendre la fin de la lock-up période. Leur horizon de gestion n'est donc pas à court terme, mais à moyen terme. En conséquence, ils peuvent accepter une sous-évaluation initiale importante qui les pénalise moyennement. Ils peuvent ainsi rémunérer la banque qui peut faire profiter certains de ses clients de titres peu chers. En revanche, ils cherchent le meilleur suivi par les analystes financiers afin que le marché soit boosté et qu'ils puissent revendre à la fin de la lock-up période leurs titres au meilleur prix. En conséquence, les auteurs s'attendent à ce que les IPO où sont impliqués des top VCs aient une sous-évaluation initiale plus grande et que le suivi post-introduction implique plus d'analystes financiers réputés, en particulier ceux figurant dans la liste All-Star. Comme ils sont rares, les top VCs vont exercer une forte pression sur les banques introductrices pour les obtenir. L'étude exploite un échantillon de 4180 IPO réalisés aux États-Unis entre 1994 et 2011. Les trois quarts ont eu lieu avant l'explosion de la bulle Internet. Le reste, après. 50% des firmes étaient technologiques. 40% ont impliqué des VCs. 66% des banques prestigieuses. Et enfin, dans 19% des cas, le suivi a été assuré après l'introduction par au moins un analyste dit All-Star. Notons par ailleurs les définitions adoptées par les auteurs. Un top VC est un des 25 identifiés par Campers, Govner, Lerner et Schaffstein dans leur étude de 2010. Une IPO soutenue par un top VC est une IPO impliquant qu'un top VC détient au moins 5% du capital. Les All-Star Analysts sont ceux figurant au classement annuel de Institutional Investors. Le calcul de simple moyenne fait apparaître un premier résultat. En reprenant ici un histogramme de l'article, on peut remarquer qu'il existe bien une sous-évaluation initiale plus élevée pour les IPO impliquant les top VCs, mais surtout pour ceux qui obtiennent soit de la banque lead
soit de la banque co-manager, un suivi par un des analystes All-Star. Le phénomène est donc évident, mais très concentré. Pour fournir des résultats plus robustes que de simples calculs de moyenne, Bradley, Kim et Krigman recourent à de nombreuses estimations de modèles économétriques. Par parcimonie, nous n'avons retenu qu'un seul. La sous-évaluation initiale est ici régressée sur des variables indicatrices d'intérêt, VC, top VC, lead, star, et des variables d'interaction, un vecteur X de variables de contrôle est par ailleurs introduit. Les résultats les plus importants à nos yeux sont les suivants. Dans la période 1994-2000, les coefficients associés aux variables top VC et top VC interagissant avec lead star sont positifs et hautement significatifs. En moyenne, l'IPO où figure un top VC qui a de plus obtenu le suivi par un analyste All-Star de la banque lead s'effectue avec une sous-évaluation initiale plus grande de 30%. Ce résultat disparaît totalement dans la période suivante où seul un petit effet VC est notable. Cette étude est complétée par une estimation des rendements anormaux des cours lors des premières publications des analystes suivant ce titre précis. Il apparaît qu'entre 1994 et 2000, les annonces des analystes All-Star ont un effet significativement positif sur les cours, ainsi que les recommandations Strong Buy. Il y a donc un effet réel d'entraînement des cours à une époque où ces analystes pouvaient disposer d'informations privilégiées. Ces effets anormaux disparaissent durant la deuxième période, marquée par un durcissement de la réglementation américaine dans les rapports entre analystes et dirigeants d'entreprise. Seul subsiste un petit effet lors de la première publication au terme de la période dite Quiet Period. L'avantage des All-Star analystes semble ici gommé. Enfin, Bradley, Kim et Krigman regardent les réactions des cours boursiers au terme de la lock-up période, quand les actionnaires de départ peuvent vendre leurs titres. Elles sont négatives, marquées par la pression des ventes. Mais ces dernières sont surtout massives et fortes chez les top VCs. La présence d'analystes All-Star n'est pas de nature à en atténuer les effets. Mais attention, ce résultat ne vaut que pour la première période. En conclusion, cette étude de Bradley, Kim et Krigman met en évidence l'importance du rôle des principaux VCs dans la mise en œuvre des introductions en bourse. Lorsque la réglementation était plus souple et laissait à certains analystes des accès privilégiés à l'information, les top VCs ne manquaient pas d'exercer une pression sur les banques introductrices pour qu'elles confient le suivi des titres à un analyste réputé All-Star. En contrepartie, il lui permettait de bénéficier d'une sous-évaluation plus importante du titre. Les top VCs y trouvaient leur compte, car leur objectif de cours n'était pas à court terme, mais à moyen terme, à la fin de la lock-up période, lorsqu'ils se désengagent massivement. Ils cherchaient donc les moyens de booster efficacement la progression du cours de l'action et y réussissaient. La réglementation plus stricte, adoptée après l'éclatement de la bulle Internet, a diminué l'avantage de ces analystes All-Star et a changé les règles du jeu. Les top VCs, experts en finance, en auraient donc tiré toutes les conséquences.